Doré de mer et baigné de soleil et balayé par le Mistral, charriant les effluves de lavande ou le doux parfum des ordures. Des commerçants partout vous y vendent du pastis ou des drogues dures versées par le chant des cigales. Réveillé par celui des klaxons, on dit que cette ville est sale, mais connue pour son savon et ses contradictions. Marseille, Marseille, quelle belle ville, pour qui sait l'apprécier. Excusez-moi, sauriez-vous où est le bureau de Madame Picard? Ah, toi, t'es le nouveau thésard de Lucette. Bienvenue au labo de maths, moi c'est Nicolas, et puis laisse tomber le vous, hein, pas de ça chez nous. Enchanté, Damien. Voilà. Vous, tu es doctorant aussi? Ouais, je suis même l'étudiant de Lucette. Ah ouais? Et t'es en combienième année de thèse? Alors toi, on t'a jamais appris la politesse. On t'a pas dit que c'est une question qu'on pose jamais à un doctorant, ça? C'est comme pour l'âge d'une femme? Pardon. Mais non, je déconne. Je suis en dernière année. Enfin, depuis plusieurs années déjà. Mais dis-moi, Damien, j'ai vu que t'étais un parigot. Quel bon vent t'amène dans notre cher sud? Le soleil, la mer. Marseille, c'est une belle ville, hein. Ah ouais, pour qui c'est l'apprécier? Allez, suis-moi, je vais te montrer le bureau de ta directrice. Car comme on dit, un bon mathématicien est une machine à transformer le café en théorème. Bon, c'est pas grave. Allez, voici la salle la plus importante du labo. Les amis, je vous amène un quatrième. Erwan, Valérie, voici Salut. Damien. Bonjour. Salut. Tu sais jouer à la contrée, j'espère. Bah ouais, bien sûr. Allez, Un bon recrutement alors. On fait équipe? Non, mais je dois aller voir Madame Picard. Non mais reste là, c'est bon. Doudou. Rien ne presse, il est urgent d'attendre. Pas de stress, nous allons te détendre. Aie confiance, il n'y a pas de loup. Viens danse, petite souris, avec nous. Dans l'année que je moisis ici, condamné à cette douce agonie. Mais tôt ou tard, je saurai m'évader. Je broie mes idées noires comme mon café.
ma pause, ce sont les seuls amis dont je dispose. Il faut bien des amis. Un jour, je crois, on verra mon talent. Je domine aux cartes en attendant. C'est ma pause, c'est mon échappatoire. Tout n'est pas rose pour nous autres thésards. Alors oublions, ce n'est que provisoire. Chantons nos lendemains pleins d'espoir. Bienvenue au club en tout cas. Tu verras la thèse au début, on est un peu paumé, mais on finit par trouver ses marques. Ouais, et au final, on finirait même presque par s'y ennuyer. En fait, Nicolas, ça y est, c'est fixé. Je soutiens ma thèse le 22. Ah bah nickel. Ça me laissera le temps pour faire des panisses la veille. Et j'amène ma fiteuse, on fera ça sur place, hein. Oh, tu gères, mec, j'ai tellement hâte. Fini la vie d'étudiant, direction la cour des grands. Ah et au fait, comment ça s'est passé ton entretien d'embauche au Crédit Marseillais? Des clous. Ah. Apparemment, 3 ans de thèse à la pointe du sujet, c'est pas assez d'expérience pour un boulot en bas de l'échelle chez ces gens-là. Et toi, comment ça avance ton article? Ah ben, y a plus qu'à mettre en forme. Mais tu sais, je voulais la soumettre à la revue Transatlantic Cellular Genetics. Je me disais que ça pouvait intéresser des généticiens. Eh ben, tu sais quoi? Chez eux, même pour publier, les journaux te font raquer. Ouais. Il paraît que c'est comme ça chez les biologistes, les pauvres. C'est quoi cette histoire? Alors, imagine un peu, d'accord? Tu payes pour produire la recherche. Tu payes pour accéder aux journaux qui publient. Et il faudrait encore payer... Ah non, attendez. J'oublie encore que tu payes, tu fais la relecture bénévolement. Voilà, et tu payes pour être publié. Voyez un peu? Non, attendez. Moi, j'ai dit que j'étais pas une vache à lait, hein. Je marche pas dans leur raquette. S'ils veulent mes résultats, ils iront sur Archive. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas te faire un nom. Mais mon nom, j'ai pas besoin de... Oh, c'est elle, ma directrice. Bon, faut que j'aille la joie dans son bureau. L'assistance m'appelle. Et je crois que j'ai un truc assez cool à lui présenter. Qui c'est qui va à la soirée, là? Le rouge et le noir? Oh non, tu rigoles, ça craint. C'est World's Club. Oh, et puis en plus, je dois appeler mes parents. Ouais, deadline, il faut absolument que je finisse mon article ce soir et demain je me lève à 9h pour aller au séminaire. Oh. Ah, et toi, Damien? Je sais pas, j'ai séminaire aussi. Mais ça me dit bien, faut que je vois. C'est où déjà? Bah, tiens, prends le flyer. Ah, merci. Bon, je dois y aller. Alors, vous en pensez quoi du petit minot? Oh, un peu pincé, mais il respire l'enthousiasme. Par contre, il annonce comme un pied, hein. Il a pas arrêté de vous faire chuter. Ouais, moi je me demande quand même ce que ce normalien est venu foutre à Marseille. Oh, il a l'air gentil. Laissez-lui sa chance. Mon bon Damien, tu t'es encore surpassé. Postérité, prépare-toi car me voilà. Postérité, pour sûr, je m'y vois déjà. Décernons-lui une médaille en chocolat. Postérité, la file sous le prix Fermat. Postérité, je veux laisser mon empreinte. Quoi de plus noble qu'avancer la connaissance? Postérité, je vais laisser mon empreinte. J'attends juste de mes pairs la reconnaissance. Sans aucun doute de mes travaux de thèse. Certes, beaucoup d'autres ont échoué avant moi, mais moi je ne marcherai pas dans leurs pas. J'aurai bientôt ma page sur Wikipédia. Postérité, prépare-toi car postérité, 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 prépare-toi car me voilà. Oui, je m'y vois déjà.
tout à ta place. Imposteur, il faut pas se voiler la face. J'aurais dû rester chez maman et papa. Imposteur, tu n'as vraiment rien à faire là. Bonsoir à tous. Je voudrais vous entretenir ce soir d'un sujet qui était encore exotique il y a une petite dizaine d'années pour les mathématiciens, mais qui commence à en exciter un grand nombre. Et croyez-moi, ce n'est pas facile d'exciter un mathématicien. Il s'agit de foules et d'équations. Donc je vais essayer de vous expliquer le lien qui peut exister entre une foule et des équations mathématiques. Et l'histoire commence par la notion de modélisation. Alors modéliser, c'est quoi ? Modéliser, alors je vais m'en tenir à une définition qui porte sur des systèmes, des collections de petites particules, de grains. Donc les physiciens utilisent le terme de particules en général. On peut penser à des molécules, comme les molécules de l'air dans cette pièce. Le terme scientifique le plus adapté est peut-être petits trucs qui bougent. Et en gros, ce soir, je vais parler de petits trucs qui bougent, en commençant par des grains passifs. Modéliser, dans ce cas-là, c'est essayer d'écrire en équation les règles qui déterminent, ou les lois qui déterminent les comportements d'une particule unique et qui régissent les interactions entre ces particules. Donc, dans le cas de particules passives, les choses sont assez simples. Le premier pas consiste à se demander qu'est-ce qui se passe quand on a un grain unique, un objet. Donc, depuis quelques siècles, on sait qu'un objet projeté à une certaine vitesse dans le vide, indépendamment de toute force extérieure, va suivre une ligne droite à vitesse constante. Donc ça, on sait faire depuis quelque temps. On peut pigmenter un peu les choses en rajoutant une force comme la pesanteur, par exemple, force d'accélération. Dans ce cas-là, on sait qu'on va trouver une forme parabolique. Si on augmente le nombre de grains, on continue à savoir dire des choses. Par exemple, si on prend des particules qui vont se choquer de façon élastique, on est capable d'écrire les lois qui vont régir le mouvement après le choc, qui vont déterminer les vitesses. Alors si on augmente un peu le nombre de grains, les choses se compliquent un petit peu. Par exemple, dans cette pièce, j'ai fait une estimation à vue de nez. Je peux me tromper d'une unité ou deux, mais je parlais des molécules d'air tout à l'heure, il y en a à peu près 1000 milliards de milliards, donc ils sont en train de bouger autour de nous. Donc est-ce qu'on sait toujours faire ? D'une certaine manière, oui. On sait toujours faire. Là, je vous présente un exemple d'animation qui donne une idée évidemment un peu stylisée de ces molécules d'air qui bougent dans cette pièce et qui s'entrechoquent en permanence. Là, c'est représenté dans un cadre bidimensionnel, mais qui permet de bien voir les choses. Alors, on va maintenant s'imaginer à l'échelle de ces particules, essayer de s'imaginer ce qu'on verrait. Vous êtes l'une de ces particules, et donc voilà ce que vous voyez. Donc, votre vie consiste à ça. Et donc je dirais que c'est pas une vie passionnante, d'autant plus que vous prenez des coups sur la tête au rythme d'à peu près 20 milliards par seconde, et ça dure longtemps sans espoir d'amélioration et dans l'indifférence générale. Donc malgré tout, le mathématicien, ça lui plaît cette situation, parce que ces particules n'ont aucune personnalité. On n'a jamais pu observer une particule qui décidait tout d'un coup de ne plus obéir aux lois de la mécanique. Et donc les choses sont d'une certaine manière simples. Alors évidemment, si on prend les nombres que j'ai évoqués tout à l'heure, on a besoin de cerveaux comme celui de Cédric Villani, par exemple, pour travailler sur les équations qui surgissent de ça. Mais d'une certaine manière, la modélisation en elle-même est simple au départ. Alors si on passe maintenant à des gens, donc je vais me ramener au cas d'une entité unique, on prend une personne. Qu'est-ce qui va régir son mouvement ? Donc là, vous êtes une foule, un certain nombre de personnes, peut-être autour de 1000, 1200. Est-ce qu'on est capable de prévoir ce que va faire cette personne ? Cette personne, elle est représentée, vous imaginez quelqu'un avec un bonnet de bain bleu vu d'en haut. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que c'est possible de le savoir ? C'est pas vraiment possible. Alors, est-ce qu'on peut essayer de deviner qu'est-ce qu'il aime. Donc s'il y a quelque chose qui lui plaît, on peut se dire qu'une personne dont il a envie de faire la connaissance, il va se diriger à vitesse constante de l'ordre de 1,3 à 1,4 mètres par seconde vers cette personne.
Ça, on peut le déterminer, mais si un événement subi arrive, il pourrait changer d'avis pour évacuer, par exemple, fuir une zone de danger. C'est très difficile à prévoir et je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions et c'est quelque chose que vous subissez d'une certaine manière tous les jours. Quand vous cliquez, par exemple, sur Internet, il y a des algorithmes mathématiques très sophistiqués qui essayent de savoir ce que vous aimez. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je vais m'en tenir à des choses plus simples, qui sont plus proches de la modélisation physique. Je vais m'intéresser à deux situations. Première situation, d'abord de personnes en file indienne, pour lesquelles on va pouvoir dire des choses en faisant des hypothèses importantes, évidemment. Donc on a des gens qui sont, je parlais de la Canebière par exemple, qui sont en train de marcher. Vous imaginez un couloir étroit, on ne va pas considérer la situation de personnes qui doublent. C'est des choses qui arrivent d'ailleurs, je pense, assez peu à Marseille. Donc, c'est des gens bien disciplinés, qui se suivent et qui évidemment qui ne cherchent pas à gagner des places dans la file d'attente du cinéma ou d'une salle de spectacle, par exemple. Donc comment on peut modéliser ça? On va essayer d'introduire des paramètres, essayer de déterminer quelle est la vitesse d'un individu à un instant donné. Alors là, je voudrais me livrer à une petite expérience. J'aurais besoin peut-être d'une volontaire parmi les danseuses. Voilà. Merci. Donc voilà, je vous demande d'applaudir cette jeune personne. Merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons l'appeler I, et moi je m'appellerai I+1, pour des raisons que vous allez comprendre tout à l'heure. Donc je me livrerai à cette expérience extrêmement périlleuse, c'est pour ça que j'avais besoin d'une professionnelle. Donc je vais vous demander juste d'observer ce qui se passe. Je vous demanderai d'observer le plus grand silence, les choses sont assez délicates. Voilà, première partie de l'expérience. Seconde partie de l'expérience, si vous voulez bien me suivre, I. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez un mètre dans la tête, mais vous avez dû remarquer que dans la seconde partie, j'allais plus lentement et la distance, de fait, était plus petite. Je vous remercie beaucoup, I, pour votre collaboration. Et merci pour elle. Et ça peut se mathématiser. Alors, il faudrait faire des centaines d'expériences pour formaliser un peu plus les choses. On va ici passer un peu vite. On peut écrire sous forme de fonction une relation entre la vitesse et la distance entre les personnes qui correspond en gros qui encode en quelque sorte un comportement humain qui consiste à anticiper les collisions. On veut éviter les collisions, toutes charmantes que soit la personne I ou I+1, avec les personnes qu'on connaît peu. Et donc, quand la vitesse est grande, on a tendance, comme sur l'autoroute, comme en voiture, à observer des distances de sécurité en quelque sorte importantes. Donc ça peut s'écrire, et on peut à l'aide de ça écrire des équations. Donc voilà I et voilà I+1, qui était moi. Et ça, c'est la manière dont ça conditionne la vitesse de cette demoiselle I qui était sur scène tout à l'heure. Et on peut à partir de ça faire des calculs. Alors je vais vous présenter un premier calcul qui n'est pas très, très excitant. On va vite arriver aux limites du modèle. Voilà. Ça, c'est des gens qui seraient en file. Ces expériences qui sont faites dans des couloirs circulaires. Alors là, je vais demander à une personne de s'arrêter. Hop là, excusez-moi. Je vais refaire partir le film. Voilà, je vais demander à une petite boule rouge de s'arrêter. Voilà, maintenant, merci. Et vous voyez, donc les gens s'arrêtent. On peut mettre en évidence des choses relativement attendues. Et on peut étudier, par exemple, ça pourrait s'appliquer à des voitures aussi qui s'arrêtent à un feu rouge. Merci de repartir. OK. Et donc, on va retrouver un état assez stable qui correspond à ce qui se passe quand les gens sont assez calmes. Et c'est un modèle quand même d'un intérêt limité. Donc, je voudrais vous montrer comment on peut, à partir d'un modèle simple, essayer de l'enrichir pour prendre en compte des résultats plus intéressants. Et donc, je vais écrire des équations. J'avais promis des équations. Vous aurez des équations, même s'il ne s'agit pas d'en comprendre tous les détails. On va améliorer ce modèle en introduisant un temps de retard, le fait qu'on ne réagisse pas instantanément à la distance qu'on mesure, donc on réagit avec un petit temps de retard qui est de l'ordre d'une seconde ou 2 secondes, et ce retard, c'est ce que j'ai appelé taux ici, on va l'intégrer dans le modèle pour obtenir un modèle un peu plus riche. Donc je reprends exactement la même situation basée sur ce modèle, et là je vais laisser partir les gens tranquillement, sans rien faire. Là je ne vais pas demander à la personne I, ni I+1, ni I+42 de s'arrêter, je vais laisser le système évoluer. Donc vous pouvez penser à des gens qui seraient sur une route périphérique sans entrée ni sortie, la situation est évidemment un peu absurde, mais c'est quelque chose qu'on peut étudier. Et vous voyez apparaître des instabilités naturelles. Donc avec ce modèle simple, on peut mettre en évidence l'apparition spontanée d'instabilité. C'est des choses qui peuvent s'étudier très précisément mathématiquement.
Donc là, je représente de façon un peu plus rapide. Vous allez avoir des oscillations de ce système. Alors, pour styliser un peu les choses, je me suis placé à la place de I. Donc voilà ce que ça donne, voilà ce qui est vécu par la personne I, et cette personne un peu stylisée, évidemment, remplacée par une boule rouge que je vous présente ici. Donc on voit ces oscillations apparaître. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous donne mal au cœur, parce que ça va se mettre à osciller de plus en plus vite. Donc là, c'est ce qu'on vit parfois sur autoroute ou dans une foule particulièrement dense avec des oscillations assez désagréables. On est forcé de s'arrêter, là ça va un petit peu loin, les boules vont s'interpénétrer. Je vais arrêter, le film devient tout à fait indécent et je vais passer à autre chose. Alors, je me suis lancé dans une expérience unique, une première mondiale, qui d'ailleurs ne présente pas le moindre intérêt en termes d'application, je tiens à le préciser tout de suite. Quand on a une oscillation, on a envie de la transformer en son, quand on connaît un peu la musique. Là, les oscillations sont malheureusement un peu lentes, elles sont de l'ordre de quelques secondes, comme sur autoroute, et si j'agite le bras avec une période de 5 secondes, évidemment, vous n'entendez rien, vos oreilles ne sont pas faites pour ça, donc il faut accélérer les choses. Donc, je me suis amusé à faire cette expérience qui correspondrait dans la réalité à une centaine d'heures, donc des personnes qui seraient dans ce couloir circulaire pendant une centaine d'heures. Donc c'est des volontaires qu'il faudrait payer assez cher, je pense. Numériquement, c'est plus facile à faire, on peut lancer l'ordinateur, il ne se plaint pas. Et ce que j'ai fait simplement, c'est d'accélérer le film et pour écouter ces oscillations. Donc je vous demande un peu d'attention et vous allez entendre pour la première fois au monde le cri d'une foule compressée. Donc c'est assez émouvant. J'espère que... Assez surpris quand j'ai entendu ça la première fois. Voilà, je pourrais mettre à télécharger le fichier son si vous voulez le réécouter tranquillement. Je pense que ça ne manque pas d'intérêt. Alors, le deuxième sujet dont je voudrais parler, c'est l'évacuation. Alors avant toute chose, je vous encourage fortement, voire même je vous conjure de ne pas suivre les modèles dont je vais parler quand vous allez sortir de cette salle tout à l'heure. Je ne voudrais pas finir ma vie aux baumettes. Je vais parler d'évacuation dans les situations d'urgence, dans le cas d'incendie. Et en commençant par un individu qui cherche à évacuer une pièce. Alors là, les choses sont assez simples. Les mathématiciens aiment bien les choses simples. Pour modéliser, on sait que la personne va se diriger au plus vite vers la sortie la plus proche. Alors, c'est quelque chose qu'on peut modéliser de façon assez agréable pour un mathématicien en introduisant des lignes de niveau de la fonction distance. Donc, typiquement, vous allez être, si vous êtes à une position, vous êtes à une certaine distance de la sortie. Et si votre but dans la vie, c'est de sortir, on peut considérer que plus vous êtes loin, plus vous êtes insatisfait. Donc, on va considérer cette distance comme une fonction d'insatisfaction et considérer qu'un individu va en fait, en quelque sorte, glisser selon la ligne de plus grande pente de cette insatisfaction. Ça s'appelle, le terme un peu pédant s'appelle flot de gradient, mais c'est une notion très simple, comme une goutte d'eau qui glisserait le long d'une montagne selon la ligne de plus grande pente. Alors on peut rajouter des choses un peu plus subtiles, comme rajouter un obstacle. Alors là on a un principe assez analogue, simplement la particule va essayer de faire au mieux en glissant le long de l'obstacle. Alors là je vais vous demander pour le transparent suivant un tout petit peu de concentration. On m'avait plutôt découragé, pour tout vous dire, de laisser ce transparent. Je l'ai quand même laissé pour vous montrer un peu comment on peut mathématiser les choses simplement en considérant l'ensemble des paramètres d'une situation qu'on cherche à modéliser. Si je prends deux personnes dans un couloir, leur configuration est représentée par deux nombres réels, deux paramètres, et donc je peux le représenter par un point unique, en dimension 2. Et si vous avez 3 personnes, un point unique en dimension 3, etc. Alors, dès que vous dépassez 3 personnes, ça devient un peu plus dur de se représenter. Malgré tout, pour un mathématicien, ça ne pose pas le moindre problème, même s'il ne peut pas faire de dessin. Il peut représenter les choses, les concevoir dans un espace de grande dimension, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va travailler avec ces deux n paramètres. Donc là, si vous êtes 900 dans cette salle, en quelque sorte, vous vivez dans un espace de dimension 2 fois 900, donc 1800. Et est-ce que j'ai tenté une formulation poétique de cette chose-là que je vous livre ce soir? C'est qu'en quelque sorte, la foule va se comporter comme une entité unique, un point unique dans un espace de très très grande dimension, qui va glisser selon la ligne de plus grande pente de son insatisfaction, définie par comme la somme des insatisfactions de tous les individus, selon un principe démocratique que chaque individu contribue à l'insatisfaction globale de la même manière que ses voisins. Alors on peut exprimer les choses de façon encore plus poétique. Ce que je vous propose ici,
Oui, pour un mathématicien, c'est effectivement quelque chose qui nous fait rêver. Il ne s'agit pas évidemment de rentrer dans le détail des équations. Mais je voudrais vous montrer quand même qu'on reconnaît des choses là-dedans, l'insatisfaction que j'évoquais. Ça, c'est le principe démocratique que j'évoquais, c'est que j'ai juste sommé les distances des individus à la sortie. Donc chacun contribue de la même manière à l'insatisfaction globale. Et le pire, c'est que ça donne des choses pas si absurdes que ça. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, un calcul. Alors j'ai laissé les belles équations écrites à côté de la simulation. Et voilà ce que je voudrais vous montrer maintenant. Donc ça, c'est une équation avec des personnes évidemment un peu stylisées. Et ce principe très simple, d'une certaine manière, que j'ai évoqué tout à l'heure de façon plus ou moins poétique, permet de simuler des évacuations. Là, c'est évidemment en accéléré, mais ce qu'on constate, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des blocages qui se forment. Ce n'est pas très net ici, parce que ça passe vite. Voilà, des quasi-bouchons. On peut aboutir même à des bouchons véritables, avec des gens qui se bloquent. Et je voudrais terminer cette présentation par vous montrer un effet paradoxal que ce modèle permet de retrouver, qui est l'effet d'un obstacle. A priori, quand il y a un obstacle, on a tendance à penser que ça va gêner l'évacuation, et en fait, c'est un principe que les architectes connaissent depuis des siècles, c'est qu'il est parfois utile de rajouter un obstacle pour des raisons assez mystérieuses sur lesquelles je ne reviendrai pas ce soir, mais qui sont mathématisables en quelque sorte. Donc en rajoutant un obstacle, je ne sais pas si ça va être très net, mais vous pouvez faire la même simulation et vérifier que en fait, ces blocages qu'on voyait tout à l'heure, ces quasi-bouchons, apparaissent beaucoup moins, même s'il y en a quand même quelques-uns. Il faut vérifier que le temps d'évacuation, par exemple dans ce cas-là, est à peu près 20% plus rapide, plus court que ce qu'on a sans obstacle. Voilà, on va attendre que les gens terminent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Salut! Salut. Je m'appelle Erwan. Et toi? Caroline, enchantée. Enchanté, Caroline. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis assistante de gestion dans une boîte de coton-tige. C'est pas... Bon, bref. Et toi? Moi, je suis en doctorat de mathématiques appliquées à l'économie. Ah ouais, d'accord, ouais. Oula, moi j'ai toujours été nul en maths à l'école. Mais attends, tu fais quoi exactement? Attends, laisse-moi deviner, non. Tu corriges des copies. Non, tu fais des petits calculs. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je lis des articles, je m'intéresse à... Oui, mais entre nous, hein, Erwan, hein, à quoi ça sert la recherche en maths? Oui, j'arrive. Excuse-moi. Ouais. Alors, titre, l'endoscopie tordue sur les corps P-adiques. Ouais. Oui. Allô? Allô? Ouais.
Allô? Ouais, je t'entends? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mon article, j'ai pas avancé d'un epsilon et je dois le soumettre dans un quart d'heure. Mec, tu chies dans la colle, qu'est-ce que t'as glandé pendant 3 mois? 14 minutes et 23 secondes. Où est passé le temps? On a toujours tout le temps du monde, tant qu'il est encore temps. À n'en plus finir, plus de temps pour écrire. Enfin, je donne à 100% maintenant qu'il n'est plus temps. C'est drôle. Je voudrais tant revenir en arrière. Je saurais mieux le prix du temps si c'était à refaire. Et si vous croyez avoir le temps, alors écoutez bien. On a assez d'avance pour remettre à demain. Sont passés mes précieux secondes. Où est passé le temps? Et si j'avais tout le temps du monde, tout serait différent. Attends mec, je viens de recevoir un mail. 2 secondes. Ouais, c'est le journal. Allô? Ouais? Ah. Tu m'entends? Attends, Ouais. 2 secondes, je viens de recevoir un mail, ça. C'est le journal. Il repousse la deadline. Ouah. Oh mec, t'as vraiment le cul bordé de nouilles. Hein. Ouais, je sais. Bon allez, un coup de café et ça repart. Ouais. Bon allez, je te laisse. Ah, salut, bisous, merci. Quoi? Je te dis à demain, bisous. Quoi? À demain, bisous. Bah j'entends pas. À demain, bisous. Alors, on a le temps, c'est parti.
laser, ok, ça marche. Merci. C'est par là. Le mec. C'est bon, il arrive. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous passez une bonne soirée. Donc aujourd'hui, on va parler de maths et de magie. Alors on va commencer tout de suite à aller en Italie avec Leonardo Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est un mathématicien italien qui est né à Pise au XIIe siècle et il a créé la suite de Fibonacci. Alors qu'est-ce que c'est que cette suite de Fibonacci? Ça commence assez simplement, c'est 1 plus 1 égale 2. Ensuite, c'est 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13. À chaque fois, chaque terme de la suite est la somme des deux précédents. Alors, justement, dans la nature, on peut voir pas mal de relations avec ces nombres. Le nombre de pétales de marguerite, le plus courant, c'est un nombre de la suite de Fibonacci. Pareil pour les... Donc je vais l'appeler S, cette suite. Pareil pour les pommes de pin. Les pommes de pin ont des spirales. On peut compter 8 spirales d'un côté et 13 spirales de l'autre. Et donc, c'est aussi deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Pareil pour les tournesols. Si on compte les étamines des tournesols, on peut voir que ça forme des spirales. Et on peut en compter 21 dans un sens, 34 dans l'autre. Donc beaucoup de magie dans la nature à travers les nombres. Et on va trouver d'autres astuces, donc d'autres astuces mathématiques à travers ces nombres. Si on fait S au carré, c'est-à-dire chaque terme multiplié par eux-mêmes, et donc on trouve 1, 1, 4. Donc 1 c'est le carré de 1, 4 c'est le carré de 2, 9 c'est le carré de 3, et ainsi de suite. Et donc on trouve cette relation. 1 plus 1 est égal à 2, encore. Donc 1 plus 4 égale 5. 4 plus 9, 13. Et à chaque fois, on trouve une somme avec un résultat qui appartient à la suite de Fibonacci. On peut donc continuer sur également la somme des premiers termes. Donc si on fait 1 plus 1, ça fait 2. Alors 2, c'est 1 fois 2. On retrouve deux nombres consécutifs. Si on ajoute 4, ça fait 6, donc 2 fois 3. Si on ajoute si on ajoute 9, ça fait 15. 3 fois 5, ensuite 5 fois 8, 8 fois 13, et ainsi de suite. Alors on peut voir quelque chose de géométrique également. Si on crée des carrés, donc des carrés de côté 1, 1, 2, bon ça se voit pas très bien. Ensuite, c'est... Ah, il y a des petits défauts sur la présentation, désolé. Donc ce sont des carrés qui ont les mêmes numéros que ici, les termes de la suite de Fibonacci. Et on se rend compte que ces carrés, en fait, on peut former à l'intérieur une spirale qu'on appelle une spirale d'or. Cette spirale est très utilisée en art, notamment pour l'architecture. On peut également, si on s'intéresse au rectangle, donc un rectangle ici à l'intérieur, on peut calculer l'aire, et donc ça ferait 1 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré, plus 8 au carré. Donc en fait, c'est tout simplement cette relation, c'est-à-dire 104. Et c'est 8 fois 13, c'est donc la largeur fois la longueur, donc, qui est de ici 8 et ici 13. Et en fait, ce rectangle a quelque chose de spécial, puisqu'on appelle ça un rectangle d'or. Un rectangle d'or, c'est un rectangle qui a un rapport entre la longueur et la largeur égal à phi. Phi, c'est un nombre qui vaut 1,61803 et une infinité de nombres, une infinité de décimales. La valeur exacte, c'est 1 plus 5, 1 plus racine de 5 divisé par 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la suite de Fibonacci? C'est que si on prend deux termes consécutifs, eh ben, on trouve le rapport qui est égal qui a une valeur approchée du nombre d'or. Donc là, par exemple,
1,615, 1,619, 1, et à chaque fois on s'en rapproche. Alors, ce nombre phi est un nombre magique. Pourquoi? Parce que si on fait l'inverse de phi, on trouve également des décimales qui sont identiques au nombre phi, mais avec un 0 devant. Et si on trouve phi au carré, eh bien on trouve également des décimales qui sont identiques, mais avec un 2 devant. Alors phi peut s'écrire de plein de manières différentes. On peut par exemple l'écrire comme ceci: racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1, et ça à l'infini. On peut également l'écrire 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1. Alors, on va revenir au rectangle d'or. Ce rectangle d'or est très utilisé en architecture également. Par exemple, le Parthénon a été construit sur ce principe. Donc ça veut dire que le rapport entre la longueur et la hauteur fait phi à 1% près. Plus près d'ici, vous avez la cité radieuse de Marseille, qui fait un rectangle d'or à 1 millième près, donc construit par Le Corbusier. Et même votre carte de crédit fait un rectangle d'or à 2% près. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à mettre 2 cartes de crédit à coller, comme ceci, et vous allez voir que vous pouvez tracer une droite qui relie les 3 sommets. C'est une particularité du rectangle d'or. Alors, on va passer sur un autre exemple, une autre astuce mathématique de cette suite. C'est que si on multiplie 2 termes comme ceci, 1 fois 2, ça fait 2. Et le terme qui est au milieu, si on le met au carré, donc 1, il a une différence de 1 avec 2. Je répète. Hein. Alors, donc en fait, si par exemple, là, vous avez 1 fois 3, il y a une différence avec 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si vous avez 2 fois 5, ça fait 10, une différence de 1 avec 9. Et ainsi de suite. 24, 25, là, 65, 64, 168, 169. Et donc ça va nous permettre de construire un petit tour de magie. Si je considère ces deux nombres, 65 et 64, je vais essayer de faire un carré de 8 fois 8, et je peux faire aussi également un rectangle de 13 fois 5. Alors si je colorie quelques régions du carré, eh ben, ces régions peuvent finalement rentrer dans le carré. Alors normalement il y a un problème parce qu'il y a une case en plus. Alors où est passée cette case? Eh ben, en fait, c'est que ici, dans cette région, ça ne colle pas exactement sur les diagonales. C'est-à-dire que le carré, en fait, manquant, est la somme de tous les petits interstices qui manquent dans la diagonale. Il y a un autre tour de magie sur ce principe qui est de compter les bonhommes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si j'inverse les deux parties du haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc sur ce même principe, on peut réintervertir. En fait, il faut bien regarder cette région où on a la même chose que sur le carré manquant. En fait, plusieurs parties de chaque bonhomme font un bonhomme manquant. Alors, on va passer sur un petit tour, cette fois-ci, sur la table. Alors, je vais demander peut-être à un caméraman de venir ici. On peut applaudir Élie, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vais disposer cette fois-ci une autre suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et je vais demander aux musiciens de me dire un nombre parmi ceux-là. Le combien? Le 5? Alors le 5, si je prends le 5, je vais éliminer toute la ligne et toute la colonne. Donc hop, j'élimine le reste. Un autre nombre? Le 4. Le 4, j'élimine toute la ligne et toute la colonne. Un autre? Le 11. Alors j'élimine le 10 et le 15. Donc il ne reste plus que 5, 4, 11 et 14. Donc 4 et 11, ça fait 15. Plus 14,
29 et 5, 34. Et bien regardez, de l'autre côté, nous avons exactement le numéro 34. Alors, comment ça marche? Alors, vous pouvez le faire à la maison. Je vais revenir sur la diapo. Donc, vous pouvez le faire à la maison. En fait, chaque terme est dans une seule colonne et dans une seule ligne. Donc, par exemple, si c'était l'exemple 3, 5, 10 et 16, chaque terme, tout le temps, la somme fait 34. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est noter au dos de chaque case le numéro 34. Par exemple, toutes les colonnes, vous notez avec le même dessin, voilà, comme c'est indiqué. Alors, pourquoi 34 ? 34, il y a une relation avec le carré magique. Alors, je vais vous apprendre comment fabriquer un carré magique. Si je prends la somme, ici, tous les termes, je vais garder tous ceux en blanc, donc tous les centraux et tous les coins, et je vais pouvoir changer les coins rouges, donc qui sont diamétralement opposés. Ça veut dire que je vais les intervertir. Et si je les intervertis, je peux former donc le 2 et le 3 en bas, le 9 et le 5 à droite, le 12 et le 8 à gauche, et le 15 et le 14 en haut. Et ça, c'est un carré magique. Alors un carré magique, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que la somme des termes de chaque ligne va faire 34. La somme des termes de chaque colonne va faire 34. Des diagonales également, mais aussi la somme du carré central, et ainsi que les coins. Et on peut aussi trouver d'autres carrés où la somme fait 34. Donc c'est assez magique avec ces mathématiques. On va faire une autre expérience. Cette fois-ci, je vais demander à des danseuses de venir, ou des danseurs, je ne sais pas. Y a-t-il des volontaires ? Par ici, on peut les applaudir. Alors, j'ai ici 2 paquets. Quel est le paquet que tu choisis ? Celui-là. Alors, regarde bien. Si je prends les cartes, je vais également prendre un stylo. Ça marche pas, la caméra ? Si ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est tout bon. Alors, donc, est-ce que tu peux vérifier que toutes les cartes sont différentes ? Oui, ça a l'air. À peu près. Alors, tu peux mélanger un petit peu le paquet ? Très bien. Et tu vas étaler, je vais le faire, on va étaler les cartes comme ceci. Alors, on va voir si le hasard fait bien les choses. Tu vas lancer le stylo n'importe où. Alors, tu peux lancer soit de la droite, soit de la gauche, enfin, où tu veux. Et on va voir où c'est que le stylo s'arrête. Donc, là, je l'ai mal fait, mais si on fait comme ça, il va s'arrêter sur cette carte. D'accord ? Mais tu peux le lancer de n'importe où. Et ici, il y a une petite prédiction. On va voir si tu t'arrêtes sur la bonne carte. Vas-y. Alors, soit tu parles de la gauche, de la droite, où tu veux. J'ai fait la prédiction avant. Non, tu lances le stylo. Alors, là, on voit que c'est entre 3 cartes. Alors, tu penses que c'est plutôt laquelle ? Celle-là ? Oui. Celle-là. Alors, regarde bien. On va regarder d'abord la prédiction. On laisse le stylo sur la carte. Ici, nous avons quelques cartes. Alors, ici, il y a une carte retournée. Est-ce que tu en vois d'autres ? Non. Non ? Est-ce que tu peux voir la carte retournée ? C'est un 2 de pique. Est-ce que tu peux toi-même retourner la carte ? Le 2 de pique. Bravo. Et je vais faire un dernier petit tour, cette fois-ci sur les mathématiques. Donc, pareil que des carrés, mais cette fois-ci des cubes en 3D. Donc, c'est des carrés en 3D. Et donc, si tu sais combien y a-t-il de combinaisons différentes ? Il y en a 40 milliards de milliards. Il y a presque autant de combinaisons que de molécules dans cette salle. Alors, donc il me faudrait quand même 1200 ans si je faisais 1 milliard de combinaisons par seconde. Donc on en a pour la soirée déjà. Si je mets ce carré à l'intérieur du sac, d'accord ? Regarde bien. Donc bien mélanger. Si je le mets à l'intérieur, je
je claque des doigts, normalement, le carré redevient totalement résolu. Il n'y a rien dans le sac. Alors, justement, ce carré, comment je fais? C'est de la rapidité. Alors, par exemple, si je fais ce genre de petite manipulation, comme ceci, là, je fais une vingtaine de mouvements. D'accord? Et donc, à chaque fois que je vais claquer des doigts, je vais revenir en arrière. D'accord? Alors, on va essayer de se concentrer. Ça va être pas facile. Alors, attention. Tac. Là, j'ai fait 5 mouvements. Tac. 5 mouvements. Tac. 5 mouvements. Et là, on est bientôt à la fin avec le dernier mouvement. Mais on peut aller plus loin. Merci. Parce que le record du monde, c'est quand même 4 secondes 73, qui a été homologué en décembre de l'année dernière. Alors on va essayer de faire un petit peu plus vite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger un petit peu. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici? Alors là, c'est plutôt pas mal mélangé. On va essayer de le faire en moins de 4 secondes. Alors, il faut que je me concentre un peu. Si je fais ça, 1, 2 et 3. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. On peut même faire peut-être un peu plus vite. Est-ce que tu peux prendre la boulette de papier et tendre ton bras droit, tu es droitière ou gauchère? Droitière. Et tu vas le tendre au-delà de la table. Donc voilà. Alors ce qu'on va essayer de faire, je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer de le faire avant que la boulette de papier touche le sol. On essaye? Allez. Alors, je vais me mettre ici. Tu peux lâcher quand tu veux. Et voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est essayer de mélanger le cube toi-même. Vas-y. C'est bon? Pas trop, parce que sinon ça va être un peu difficile. Alors tu vas mettre tes mains comme ceci, et je vais claquer des doigts. Attention. Ouvre ta main. Ah. Ça aurait été incroyable. Mais on va faire autre chose. Tu l'as quand même bien mélangé. Je vais quand même le mettre dans le sac, comme ceci. Et si je claque des doigts, normalement, le cube est totalement résolu. Bon, d'accord. J'ai triché, il y en avait un autre. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre ta main sur le cube comme ça. Et tu vas me regarder dans les yeux. Ouais, d'accord. Alors, attends. Tac, 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 tac. Pas évident. Ah, je pense que j'y suis presque. Alors là, est-ce que tu peux lever ta main? En fait, là, si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a exactement les mêmes faces. Une chance sur 40 milliards de milliards. Et en plus, cette face, c'est exactement la même. Celle-là aussi, ici aussi, et ici aussi. Merci à vous. Dans le bar complet. Moche. Moche. Très moche. Oula. Ah oui, non, toi non plus. Ah, ouais, non plus. Ah! Hello, mister. Cœur.
Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce... Oh my God! Oui, 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 allô, maman. Oui, oui, ça va, ça va. Oui, et toi? Ouais. Oh, tant mieux. Et papa? D'accord. Bon. Et mamie? Ah oui. Oui. D'accord. Oui, 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 maman, oui. Oui, j'ai bien reçu ton colis. Ben oui, oui. Ben bon, il fait pas... on crève pas de froid à Marseille, mais enfin bon. Merci pour le pull, c'est gentil. Oui, oui. C'est un pull d'homme en plus, maman, hein. Bon, bref. Ah oui, 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 j'ai reçu aussi les Haribo méga fêtes. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais oui, mais non, mais j'ai tout reçu. Merci, maman. Oui, ça va, ça avance, ça avance. Non, c'est déjà écrit, ouais, ouais. Oui, non, mais j'ose pas le soumettre. Tu sais, c'est très théorique. J'ai peur que finalement, ils me disent que ça les intéresse pas. Ouais. Ah non, y a personne en ce moment, non. Ah non, non, ouais. Oh, tu sais bien qu'il est pas intéressé. Ah oui, c'est pas la peine. J'ai vraiment aucune chance. Oh non, maman, on a déjà parlé. J'ai déjà un chat à la maison, j'ai pas besoin d'un autre animal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quoi? Oh. Oh non, non, je sais pas. Oh, ben non, mais c'est pas ça, mais je dois finir ma thèse d'abord. Quoi? Maman, non, ouais, d'accord, ok. Maman, écoute-moi, la thèse, c'est un vrai travail, maman. Mais c'est dingue, c'est toujours la même rengaine avec toi. Pourquoi faire une thèse? T'as déjà un diplôme. Tu peux tout plaquer pour un vrai travail. Déploie des ailes, le monde est à tes pieds. Tu voudrais passer ta vie au nid. Oh oui! La fac est ta mère de cœur. Elle tient les rênes à ses as et ses valets à carreaux. Elle a un cœur en coffre-fort. Pourquoi lui courir après? Tu n'entends que la vie qu'elle t'a promise. Explorer, découvrir, apprendre et comprendre encore et toujours. C'est ton vœu, c'est ta vie. Oh, dis-moi comment résister, résister, résister à l'appel envoûtant de la science. Pour la science, pourquoi faire une thèse? Oh, pourquoi pas sur mon rêve? Pourquoi faire une thèse? Pourquoi pas? Ouais. Si on quotiente des deux côtés par le Borel, on obtient le groupe de Weil, ce qui, d'après le lemme précédent, nous montre que tu t'es encore endormi en plein séminaire et que tu es en train de rêver. Ah pas non? Je suis désolé, j'ai essayé de résister au sommeil, mais en même temps, faut dire que c'est plutôt chiant ce que tu es en train de raconter. Surtout, même pour moi qui aime les maths, hein, je veux dire. Ouais. Bon, je t'avoue que moi non plus, je suis pas vraiment convaincu par ce qu'on l'exposait, tu vois. Ouais.
En plus, j'ai veillé toute la nuit, j'ai regardé Game of Thrones, j'arrive pas à réaliser que Tyrion m'a dit... Oh non, ça va pas, non? Pas de spoil. J'ai pas regardé l'épisode hier soir. Figure-toi, j'étais en train de préparer mon exposé. Mais pardon, moi aussi je voulais bosser, mais j'ai rien foutu. Avant, j'étais plein d'entrain, comme ce Damien, le nouveau chouchou de Lucette, sauf que... Comment j'ai pu en arriver à être aussi démotivé? Pourtant, j'aime ce que je fais, hein. Enfin, je crois. Oh, tu sais, c'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je suis juste dans ta tête. Ah. Mais du coup, t'es quoi? T'es un fantôme? Un esprit? Oh, tu sais, ma nature n'a pas vraiment d'importance. Disons que je suis là pour faire avancer l'intrigue. Ah. Bon, allez, vraiment à tes problèmes. Ben, tu sais, j'aurais pu faire n'importe quoi, n'importe quel autre métier, et j'aurais sûrement gagné beaucoup plus d'argent si j'avais voulu. Hein. Oh, est-ce que c'est vraiment l'argent qui te motive? Mais non, je fais ça par passion. Sauf que c'est pas facile d'être passionné tous les jours. Enfin, surtout quand ton avenir est incertain. Oh, l'incertitude. Oh, t'es une histoire de hasard. Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai fait le mauvais pari en me lançant là-dedans. Parfois, j'ai l'impression que ça va jamais finir. On est sûr. Tu sais, ça tient qu'à toi après tout. Qu'est-ce que... Réfléchis bien. Bah ouais, t'as raison, ça peut finir quand je le décide. Merci. Ah. Qu'est-ce que... Bah merci, apparition fantasmagorique providentielle. Je crois que j'ai compris ton message à défaut de comprendre ton exposé. Bah alors? C'est quoi cette tête d'enterrement? Bon, écoutez les gars. J'ai eu l'idée du siècle. Ah, enfin un peu d'action. Si on est tous un peu sonnés, Et puis t'es malheureux, désenchanté. si Danny croche en contretemps, La vie met tout son cœur à nous miner. qu'on a le bourdon du thésard, Chercheur accrédité en idées noires. fatigué d'indolence, amoureux blasé des sciences, allons tenter notre chance à Vegas. On est matheux rompus dans l'art De ne jamais rien laisser au hasard. théoricien de l'aléa. Au royaume de la chance, on sera roi. On est matheux, c'est notre atout. Les probabilités sont avec nous. Et la vie nous appelle et nous fait pousser des ailes pour aller voler la veine à Vegas. On ira à Vegas, on ira à Vegas. Plaquer la thèse et miser nos économies. On ira à Vegas, on ira à Vegas. C'est le début radieux d'une nouvelle vie. On ira à Vegas, on ira à Vegas. Adieu Marseille et bonjour les États-Unis. Oui, on va tout casser, rien ne peut nous résister. Nous sommes des mathématiciens. On n'aura pas Vegas, on n'aura pas Vegas. Là-bas, les cartes mentées, les dés sont pipés. On n'aura pas Vegas, on n'aura pas Vegas. On n'est pas les premiers à essayer. On n'aura pas Vegas, on n'aura pas Vegas. Les probas sont avec la banque et contre nous. On n'aura pas un sou, pas un clou, pas un radis. Nous, on est bons qu'en théorie. Oh, non mais franchement... Ah. Je viens de dire, non mais franchement, les gars, arrêtez ça. Enfin, voyons, vous voulez vraiment arrêter la thèse et hypothéquer votre avenir? C'est facile à dire pour toi, Valérie, excuse-moi, ça me fait mal de l'avouer, mais toi, t'es suffisamment doué pour avoir un avenir dans le monde académique. Sauf que pour nous, simples mortels, la thèse, c'est prépa chômage. Ouais. Et abandonnez vos rêves de faire avancer la connaissance. Moi je suis juste ici parce que j'étais bon à l'école. Hein. Quand j'étais petit, ce que je voulais c'était être poète.
Mais mes parents m'ont dit que c'était pas un vrai métier, alors... Moi, je voulais être chanteur à Broadway. Et regardez où est-ce que j'ai fini. Ouais. Moi, je voulais être pirate. Mais mon plus grand regret, c'est de jamais avoir eu le bateau Playmobil. Oh. Mais c'est comme toi, Val, me dis pas que t'as toujours rêvé de faire des probas. Non, je voulais être présidente de la République. Oui, d'accord. Ça va, c'est bon. Mais tout ça, c'est des rêves de gosse, d'accord? Ouvrez les yeux, on n'est pas si mal lotis. Et puis, avec le métier qu'on fait, on contribue vraiment à la société. Oui, je suis pas sûr que mes recherches en théorie des nombres soient appliquées de sitôt. Faire de la recherche, c'est apporter sa pierre à l'édifice des connaissances. C'est une contribution modeste, ok, presque dérisoire, mais il faut voir la construction dans son ensemble. Même quand c'est utile, ça peut être néfaste. Pour ma part, je suis pas sûr de un jour appliquer toutes mes potentielles applications en théorie des nombres. Oui, d'accord, oui, la connaissance, ça peut être dangereux, c'est vrai, mais l'ignorance, ça l'est encore plus. En fait, ce que tu dis, c'est pas forcément que tout le monde doit faire de la recherche, mais plutôt qu'il faut partager la connaissance. Bah oui, voilà, il y a de ça. Ça n'a rien à voir avec le domaine scientifique. Ça tient juste du devoir citoyen d'informer les gens sur les questions scientifiques qui touchent la société. Mais vous savez quoi? Moi, je me pose pas tant de questions, j'en ai juste marre de ma thèse. Vous savez quoi? On en reparle ce soir à la coloc autour d'une bonne pizza. Ah ouais. Ah ouais. On fait mieux. Ah, ça ouais. Hey. Revenons à notre histoire de Las Vegas. J'ai commencé à bosser et j'ai déjà quelques idées. Et pour convaincre les plus sceptiques, rien ne vaut l'exemple. Alors, sois raisonnable, Nicolas, c'est irrationnel comme projet, ça peut pas marcher. C'est mathématique, les jeux sont d'espérance négative. Voilà, ça veut dire qu'en moyenne, quoi que tu fasses, tu perds de l'argent. Écoute. Et c'est parti. C'est sans espoir, car les probas jouent contre vous. À bien y voir, vous n'y gagnerez pas un sou, car le hasard tendra en votre défaveur. Oh, à l'infini, le casino, le loto, c'est un impôt sur les gogos. Pour le savoir, il suffirait de calculer l'espérance. Mais dans le hasard, il y a des lois. Oui, c'est la loi des grands noms. Répète l'expérience 1 million de fois. Vois un motif apparaît. Petit à petit, du chaos l'or surgit. L'irrégulier s'estompe à l'infini. Et fatalement, la moyenne de dégâts se rapproche de l'espérance. Même dans le hasard, il y a des lois. Oui, c'est la loi des grands noms. Répète l'expérience 1 million de fois. Vois un motif apparaître. Sur un lancé, on ne peut rien affirmer. Mais en moyenne, pourtant les dés sont de terre. Et fatalement, la moyenne de dégâts se rapproche de l'espérance. Se rapproche de l'espérance. Voilà. mais Oui. chère Valérie, pourquoi se soumettre au hasard, hein? Laisse-moi t'expliquer comment ça marche quand on ne connaît pas les probas, mais qu'on sait faire un peu d'algèbre. Tiens, Erwan, prends ce paquet. Ellie? Ah, t'es là. Tu peux m'aider un petit peu? On peut avoir le retour, s'il vous plaît? Merci. Alors, tu prends ton paquet trié. On ne nous On peut voit pas, avoir un Ellie. retour, s'il vous plaît, Qu'est-ce sur que le grand je écran? Merci beaucoup. Mathieu, tu me fais un petit riff pendant que tu mélanges le paquet à l'américaine. Ah, c'est bien ça. Manipulation. Et voilà. Ok. Ok. Et maintenant, tu le remélanges. Allez. Fais ce qu'il te dit. Oh, tout notre temps. Vous allez voir, c'est super, hein, en fait. Ok. Tu
prends la carte du dessus. Tu la regardes, tu la montres à tout le monde. Montre. Ok. Tu la remets où tu veux dans le paquet. Si je la mets au-dessus? Non, tu la remets où tu veux, mais pas au-dessus. Oh. Bah oui, attends. Enfin, Ah ouais, d'accord. c'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, tu coupes ton paquet. Et tu refais un mélange américain, comme ça, on sait pas où elle est. Ok. Mathieu. Ouais, merci. Superbe, tu recoupes. Et maintenant... Mathieu. Oh Mathieu. Bien. Ah, dès qu'ils sont partis, les icônes, on les arrête plus, t'as vu? Oh. Ok. Allez. Tac, on fait un peu de place pour Bibi, s'il vous plaît. Oui. Et là, ça va demander un petit peu de concentration. Un. T'es sûr que t'as bien mélangé? Bah ouais. Parce que ta carte, elle est redevenue au sommet du paquet, non? J'ai fait un tour de magie tout seul. Vache, c'est trop fort ton truc. Hein, ouais, ok, pas mal. Et comment t'as fait? Ah, eh ben laisse-moi t'expliquer. Tu prends un jeu trié. C'est une seule et même suite de cartes consécutives. Ok. Donc, si tu fais le dépouillement, hop, tu vas tomber sur le 2 de trèfle, puis le 3 de trèfle, puis le 4 de trèfle, etc. Et quand j'arrive à l'as de trèfle? Et ben quand tu arrives à l'as de trèfle, tu enchaînes sur carreau, cœur et pique. Ok. Donc maintenant, tiens, Damien, est-ce que tu peux dépouiller le jeu que j'ai utilisé pendant le tour? Et moi, j'explique ce qui se passe. Ok. Prends ton jeu trié et tu le sépares en 2 tas de cartes qui se suivent. Et tu le mélanges à l'américaine. Donc tu les entrelaces. Vas-y. D'abord, je les mélange. Tu les mélanges à l'américaine, exactement. D'accord. Ok. Donc maintenant, si tu essaies de les dépouiller comme au solitaire, comme tout à l'heure, voilà, ça se suit. Eh ben là, non. Ça se suit. Non, ça se suit plus. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais une deuxième pile. Et à partir de maintenant, attention, tu vas pouvoir tout dépouiller en 2 piles. Parce que ton... Ah, parce que mon jeu, c'est 2 suites de cartes consécutives entrelacées. Exactement. Et si D'accord. tu avais fait 2 mélanges à l'américaine, Alors, j'aurais eu 4 suites de cartes consécutives entrelacées, donc j'aurais obtenu 4 tas. et voilà. Et si j'avais fait 3 mélanges américains, alors j'aurais 8 suites de cartes consécutives entrelacées, donc j'aurais obtenu 8 tas. Et voilà. Ouais. Bah, et comment ça m'aide à trouver la carte? Eh ben, en prenant la carte du dessus et en la mettant ailleurs dans le paquet, tu as créé une 9e pile qui ne contient qu'une seule carte. Et du coup, en faisant le dépouillement, J'obtiens un 9e tas qui ne contient qu'une seule carte. et voilà, t'as ta carte. Oh, vache. Et t'as fait le dépouillement dans ta tête? Ouais, j'ai fait le dépouillement dans ma tête et j'avoue que ça demande pas mal d'entraînement. Hein. Ouais, tu peux mettre autant d'entraînement dans ta thèse. Ouais. Et puis j'ai eu aussi pas mal de chance, il y a 10% de chance que ça rate. Hein. Ouais, mais bon, ça reste impressionnant ton truc. Mais comment on gagne au casino avec Ah, ça Au casino, ils ne mélangent les nouveaux paquets que 4 fois. Donc l'ordre des cartes n'est pas totalement aléatoire. Comme dans mon tour. D'accord. D'accord, D'accord. tac. Et concrètement? Donc, concrètement, comment on fait? Ah mais concrètement, j'en sais rien moi. C'est une blague. Ah, c'est marrant. Non, c'est pas vrai. D'accord, ok. C'est tout. Bah oui. Et on l'aura quand, du coup? Demain, après-demain, la semaine prochaine? Enfin, tu nous dis, hein, je sais. Bon, allez, les testons. Moi, je vous laisse à vos divagations. J'ai une thèse à faire, hein. On va trouver autre chose. Comment on pourrait faire Ah bah, C'est dingue. non. Prédire les machines à sous, c'est plus possible depuis qu'ils ont des générateurs de nombres aléatoires corrects. Next. Oh, on pourrait compter les cartes au blackjack comme dans Las Vegas 21. Le poker? Non mais les gars, on serait pas les seuls matheux à avoir essayé. Et personnellement, je préfère me confronter à un casino plutôt qu'à des humains. Oh, la roulette. J'ai vu qu'il y en a qui sont rentrés dans un casino avec un ordinateur et une caméra planquée dans leur godasse qui prédisaient les résultats à partir d'un modèle physique. Ils ont gagné des millions. Mais les ordinateurs, c'est interdit. Et franchement, tu crois concrètement qu'on va vraiment faire ça? Tant qu'à faire, on n'a qu'à distiller de la drogue comme dans Breaking Bad. Ah non, mais ça serait trop facile. T'es trop terre à terre. Ouais. Et là, j'avoue, je suis à court d'idées. Si
je pouvais tricher contre la chance, échapper à l'étau de l'espérance. Gruger le sort et lui dicter ma loi. Magicien, tu paies le destin, en être roi. Bien sûr, le hasard a ses lois, pourtant les jeux ne sont pas faits. Parfois, quand tout est corrélé contre la chance, tu peux gagner, tu peux gagner. Bon, ok. Notre problème, c'est la loi des grands nombres. Mais on peut y échapper, ok? À condition de trouver un jeu où chaque tirage dépend des précédents. Un jeu où on ne remélange pas les cartes entre deux tirages. Un jeu où l'on voit toutes les cartes sur la table. Un jeu... Ah bah je sais! Ça y est, je sais! Oh les gars, je viens d'avoir l'idée du siècle. On va compter les cartes au blackjack, comme dans Las Vegas 21. Sans blague! Bah vas-y, explique-nous ton idée! Bah, c'est un film où des étudiants deviennent super riches en comptant les cartes à Las Vegas. Tu devrais regarder, c'est Et génial. les gars, c'est des petits génies du MIT. Et nous, on est quoi? Des pauvres doctorants à la dérive. Et ici, c'est Marseille, hein. Et puis je pense qu'à la base, ils avaient quand même pas mal d'argent à miser au départ. Non mais c'est pas si compliqué, je pense. Même nous, on peut y arriver. Et puis, on n'est pas obligé de miser des millions. Oui, Mathieu. Voilà. Vas-y, explique. Bon, ok. Au blackjack, tu dois deviner quelle carte va être tirée. Ouais. Si tu retiens quelles cartes sont déjà passées, ça te donne beaucoup d'informations. Ouais. Ok, par exemple, imaginons, on a déjà tiré un 7. Eh bien, tu as moins de chances d'en tirer à nouveau. Et une fois qu'on les a tous tirés, eh bien, c'est plus la peine d'en attendre un. Et d'un autre côté, plus on a tiré de cartes qui ne sont pas des 7, Ouais. plus on a de chances de finalement un jour tomber sur un 7. Exact. Et c'est en retenant ce genre d'informations que tu peux gagner contre le casino. Mais concrètement, en pratique, on va pas retenir toutes les cartes qui sont passées. C'est difficile. Non, mais on n'est pas obligé de tout retenir. Je pense qu'il faut juste retenir un certain score, mais je sais pas comment on le calcule. Attends, tiens, on va regarder sur Internet. Alors, tricher au blackjack.com. Ouais. Alors, la méthode Hide and Low. La méthode Hide and Low consiste à tenir un total de toutes les cartes hautes et basses qui passent sur la table. Ouais. Pour les cartes de 2 à 6, on ajoute 1 au compte. Et on enlève 1 pour les cartes au-dessus de 10, as compris. Quand le décompte dépasse plus 3, on dit que le jeu est chaud, c'est le moment de miser gros, parce qu'il va y avoir des grosses cartes qui vont sortir, ce qui avantage les joueurs et désavantage la banque. Mais, une seconde, les copains, c'est pas illégal de faire ça? Bah attends, depuis quand c'est illégal de réfléchir? Ouais, mais ils aiment pas trop quand on fait ça. Et s'ils nous tombent dessus, on va passer un sale quart d'heure. Enfin, ceci dit, maintenant que j'ai survécu à ma directrice, plus rien ne me fait peur. Hein. Ah bah ça y est, je sais, j'ai eu l'idée du siècle. Encore. Encore une fois. Si on utilise l'information que le jeu est mal mélangé à la base. Hein Ouais, mais comment? bah, j'en sais rien. Eh moi. ouais, voilà. Mais je sais. Là là, qu'est-ce que vous deviendriez sans moi? Oh là là. Ok, laissez-moi vous expliquer un peu de proba maintenant. Oh là là. Oh, ouais. Alors, pour gagner au blackjack, il faut deviner les cartes qui vont être tirées, ou du moins faire un pari pas trop bête, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si ton jeu est pas assez mélangé, ça te donne des informations sur l'ordre des cartes et ça te permet de faire des pronostics moins bêtes. Voilà. Alors, imaginons, prenons un jeu déjà trié. Bon, voilà. Donc là, tu connais déjà l'ordre des cartes, puisqu'il est trié. Donc tu sais exactement quelle va être la carte suivante. Par exemple, là, ça va être un 7 de trèfle. Oui. Bingo. Merci Captain Obvious. Oui, bah, 2 minutes. Ensuite, est-ce que tu peux passer le paquet à Erwan, s'il te plaît? Laisse faire les Ouais. professionnels. Bah, attends, Oh. je sais faire. Ok, Erwan, est-ce que tu peux faire un mélange américain? Je le savais. J'aurais pu le S'il te faire aussi. plaît. Les mecs. C'est bon?
Voilà. Le melon de la Ok, alors maintenant tête. tu vas tirer les cartes une à une comme tout à l'heure. Ce qui va te donner donc 2 paquets. Voilà. Donc là, est-ce que tu peux me deviner les cartes qui vont arriver, par exemple? Là, par exemple, ce sera le 6 de trèfle ou le 5 de cœur. Oui, exactement. Voilà, selon que ça va, yes, sur la pile de droite ou sur la pile de gauche. Donc ici, on a 2 possibilités parce qu'on a fait 2 mélanges. Mais si on avait fait 4 mélanges, on aurait eu 16 possibilités au lieu de 50 ou que sais-je, hein, Nico? Mais voilà comment on va prédire les cartes au blackjack et se faire une montagne de pognon. America, hell yeah! Oui, Oui, oui. Las Vegas, here we come! D'accord, merci. Il faut savoir que ça va demander pas mal d'entraînement avant qu'on y arrive. Attends, t'as pas une thèse à finir, toi? Je veux dire... Bon, vous avez sûrement besoin d'une probabiliste. Bon d'accord, allez, on te prend. Oh, mais attends, mais depuis quand c'est toi le chef Ça de a bande? toujours été moi le chef. Je veux dire, c'est moi qui ai amené les cartes déjà à la base. Je les y vois déjà, les Marseillais à Las Vegas. Les Marseillais à Las Vegas. Je regarde tout de suite les vols sur Internet. Allez. Wow. Ok, c'est quand même vachement cher quand même. Ouais, plutôt. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous passez toujours une excellente soirée avec nous. Je vais commencer cette troisième interlude par une petite question pour vous. Donc, quel est le point commun entre les 4 choses suivantes? Donc, les jeux en ligne, ou plus généralement les jeux de cartes, les lancers de dés, les réussites, tout ce que vous voulez. Les simulateurs de pilotage, par exemple pilotage automobile, pilotage d'avion, de bateau, de vaisseau spatial, tout ce que vous voulez aussi. Les transmissions cryptées. Donc là, on va peut-être plutôt s'intéresser aux messages que peuvent échanger des militaires entre eux ou aux messages qui sont utilisés quand vous payez par carte bleue, donc quelque chose qui peut vous concerner très directement. Et une autre chose, je pense, dont vous entendez beaucoup parler ces temps-ci, à savoir les sondages d'opinion publique. Alors, est-ce que vous avez un peu une idée de ce qui peut relier ces 4 choses? Peut-être, mais c'était pas à ça que je pensais. Oui. Alors effectivement, c'est un mot que vous venez d'entendre, mais je ne vais pas arriver tout de suite à celui-là. C'est le fait de devoir faire un tirage aléatoire de données. Alors plus précisément, si vous regardez les jeux en ligne, vous allez devoir lancer des dés, donc il faut que l'ordinateur simule un lancer de dés, un tirage de cartes. On vient de voir des cartes tirées au hasard par des vrais humains, mais si vous voulez qu'un ordinateur tire des cartes au hasard, c'est une autre paire de manches. Un tirage au hasard de numéros, si vous voulez tirer une boule dans une urne, par exemple, ou si vous voulez jouer au loto. Ou si on parle de jeux de rôle, dans le cas des jeux de rôle, des fois vous avez des quêtes à faire et il y a des objets qui apparaissent aléatoirement dans certaines cartes. Il faut réussir à simuler ça. Pour ce qui va être du simulateur de pilotage, on va peut-être penser par exemple à faire jaillir des personnages sur votre route pour vérifier que vous avez des bons réflexes et que vous n'allez pas écraser le premier piéton venu. C'est plutôt mieux de le simuler avant de le vivre en réalité. Pour ce qui concerne les transmissions cryptées, on va avoir besoin que le cryptage soit sûr, c'est-à-dire que je pense que vous préféreriez être certain que votre carte bancaire ne risque pas de se faire pirater n'importe comment. Et pour ça, on a besoin de clés de chiffrement qui doivent être tirées au hasard si on veut vraiment que le système soit sûr. Concernant enfin les sondages, je pense que vous savez, si vous écoutez un petit peu les informations, quand on vous dit toujours, on prend bien soin de vous préciser qu'on a interrogé des gens choisis au hasard. Mais comment est-ce qu'on choisit des gens au hasard dans une population de 66 millions de personnes, oui. On ne les met pas tous dans une salle en piochant un, d'accord? Donc le plus simple, c'est de dire, on met tous les noms dans un tableau, on leur donne des numéros et on prend un numéro au hasard. Et plus généralement, tous ces exemples que je viens de vous donner peuvent se réduire au tirage au hasard d'un nombre. C'est-à-dire, si vous avez un jeu sur ordinateur, il suffit de choisir au hasard une position sur l'écran. Si vous avez donc des gens à tirer au sort ou si vous avez des codes à tirer au sort, il suffit juste de tirer un numéro, donc une suite de nombres, au hasard. Donc quelque part, la question qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce que je peux tirer un nombre au hasard? Alors il y a une première manière qui est d'utiliser des vrais systèmes physiques, donc des humains ou autre chose. Donc ça peut être par exemple lancer des dés non truqués.
des pièces non truquées, donc faire des piles ou face. Ça peut être tirer des boules au hasard dans une urne, si tant est qu'il n'y ait pas trop de numéros. Tirer une boule dans une urne de 66 millions de boules, ça devient quand même difficile. Ou utiliser des phénomènes physiques. Donc, par exemple, en mécanique quantique, on a certaines propriétés qui vous assurent que si vous envoyez un photon à travers une lame de verre, il y a autant de chances qu'il sorte que d'un côté que de l'autre, et c'est complètement au hasard. Le problème de ces vraies simulations, si vous voulez, de ces vrais tirages au hasard, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire que ça soit rapide. Si vous voulez faire 1 million de tirages, il va vous falloir un certain nombre de temps, peut-être à peu près autant que pour avoir tous les tirages du Rubik's Cube. C'est pas très fiable. Puisque une fois que vous avez ces données, qu'est-ce que vous en faites? Vous les stockez. Si quelqu'un vient vous voler vos données, adieu la sécurité de la transmission entre militaires. Donc autant vous dire que ça peut poser quelques petits problèmes. Et puis, d'un point de vue peut-être plus éthéré, si on souhaite utiliser ce tirage de données au hasard pour, par exemple, vérifier qu'un modèle fonctionne correctement, il faut pouvoir reproduire les expériences qu'on fait. Donc il faut avoir un moyen d'être, d'une certaine manière, capable de reproduire la même suite de nombres aléatoires. Alors ça fait un peu bizarre de dire la même suite de nombres aléatoires, puisque le but c'est que ce soit de tirer des nombres au hasard. Donc cette contradiction apparente, on va la résoudre comme suit. On va utiliser des systèmes physiques, mais on va aussi utiliser un ordinateur. Alors comment on fait ça? On part d'une vraie donnée aléatoire qu'on ne connaît pas, qu'on appelle la graine. Donc par exemple, vous allez demander à votre voisin de lancer un dé, il ne va pas vous donner le résultat du lancer de dé, il va le noter sur un papier qu'il garde. Et vous imaginez que votre voisin c'est l'ordinateur. Et à partir de cette graine que vous ne connaissez pas, vous allez créer une suite de nombres. Et cette suite de nombres, vous allez la créer à partir d'une recette que votre ordinateur connaît et qui est complètement déterministe. Donc c'est un algorithme, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Donc si je récapitule, vous partez de cette graine que vous ne connaissez pas, donc il faut vraiment la voir comme une graine, elle est plantée dans le sol, vous ne savez pas ce qu'il y a. Et vous, ce que vous allez voir, c'est les branches qui poussent. D'accord ? Ces branches qui poussent, en fait, c'est les nombres que vous allez produire. Et c'est ça qui vous intéresse. Alors, si on fait ça, on a un système rapide, on a un système fiable, puisque les nombres ne sont pas déjà créés à l'avance, ils sont créés au fur et à mesure. On ne connaît pas la graine, donc on ne peut pas prédire les nombres à l'avance. Et on a un système reproductible. Il suffit juste de redonner l'ordinateur. Si on prend la même graine, on a les mêmes nombres, donc on peut reproduire ça autant de fois qu'on veut. Donc finalement, tout ça, ça revient à vous demander qu'est-ce que ça veut dire tirer un nombre au hasard. Alors, je pourrais passer des heures à philosopher sur la notion de hasard, c'est peut-être pas l'objectif. Par contre, ce qui est peut-être important, c'est que si vous avez l'impression que quelque chose arrive au hasard, si vous avez l'impression que des événements se succèdent au hasard, c'est juste parce que vous ne pouvez pas les prédire, parce que vous ne pouvez pas dire ce qui va arriver ensuite. D'accord ? Donc, ce qui est important dans le fait de tirer quelque chose au hasard, c'est le fait de ne pas pouvoir anticiper, de ne pas pouvoir prédire. Donc j'ai fait un petit test, là, j'ai 4 suites de nombres, qui n'ont pas été obtenues toutes de la même manière. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la première suite, là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, peut être considérée comme une suite de nombres aléatoires, tirés au hasard? Alors, j'ai un petit peu de oui et j'ai beaucoup de non. Et effectivement, la réponse est non, puisque si j'ai un 2, on se dit bien que ce sera un 1 qui va venir après. Et si j'ai un 1, on se dit bien que ce sera un 2 qui va venir après. Donc, on ne peut pas vraiment considérer ça comme une suite aléatoire. Qu'est-ce que vous pensez de la suivante? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Non plus, d'accord? Je passe d'un nombre à l'autre en multipliant par 2. Donc, je peux vous prédire qu'après 512, ce sera 1024. Ça, c'est pas très difficile. Petite subtilité pour la troisième. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Oui, j'ai même pas besoin de finir. Effectivement, ce sont les premières décimales du nombre pi. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir ce crayon de bois, vous pouvez anticiper sans problème les 3 prochaines données de cette suite. Et la dernière, qu'est-ce que vous en dites? Alors, pas aléatoire ou aléatoire? Alors, j'ai un peu les deux réponses. J'ai du pas aléatoire par là, du aléatoire par ici. C'est une suite aléatoire pour la simple raison qu'en fait, j'ai juste pris un dé que j'ai lancé 10 fois. Donc, vous pouvez difficilement faire plus aléatoire a priori. Mais ça montre bien qu'à l'œil nu, comme ça, comment est-ce qu'on peut décider si une suite de nombres provient d'une vraie suite aléatoire ou pas? C'est vraiment difficile. Et c'est un problème de recherche actuel qui
pour ce qui est de la simulation des tirages de nombres, repose sur la création de ce qu'on appelle des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, dont vous avez entendu parler il y a quelques minutes. Alors ici, on va s'intéresser à un exemple simple, pas si simple, celui des générateurs à congruence linéaire. Donc, c'est un exemple simple, en ceci que c'est l'exemple le plus simple que vous pouvez imaginer. Donc l'idée est la suivante, vous allez construire une suite de nombres, x1, x2, jusqu'à xn, avec n aussi grand que vous voulez, qui va être basée en fait juste sur l'exploitation d'une droite. C'est-à-dire que pour les gens qui se souviennent de ce genre d'égalité, ça caractérise, c'est une équation de droite qui apparaît ici, et effectivement, si je choisis bien A et B, j'obtiens la droite qui est en rose. Donc le principe est le suivant. A priori, on se dit, on va partir de la graine que nous, on ne connaît pas, l'ordinateur la connaît, mais pas nous. D'accord ? Et je dis à l'ordinateur, renvoie-moi le point qui correspond à cette graine sur la droite. Donc ça me donne cette valeur y1, je vais l'appeler x1. Donc je dis, voilà, c'est la première valeur au hasard qu'on me donne. Si je veux une autre valeur, si je redemande une valeur à l'ordinateur, je lui dis, prends x1, regarde-le sur la droite, et donne-moi y2, qui devient x2. Et après, on peut continuer comme ça, d'accord ? Aussi longtemps qu'on veut. Alors vous voyez, je pense que vous voyez bien avec ce processus qu'on va avoir tendance à aller de plus en plus vers la gauche. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut démontrer très simplement en mathématiques, à savoir que si je prends x1, x2, x3, x4, je peux retrouver A et B. Et si je retrouve A et B, le problème c'est que là, je peux même retrouver x0, la graine qui est super secrète, qu'il faut vraiment garder secret. Donc si je fais juste ça, ça va me donner un tirage aléatoire, puisque je vais vraiment pouvoir tout prédire. Par contre, si je modifie un tout petit peu, c'est-à-dire je ne vais pas regarder juste l'image sur la droite, je vais regarder son reste dans une division par un certain nombre, qu'on appelle m ici. Donc ça, c'est pour modulo m, si ça parle à certains d'entre vous. Sinon, l'idée, c'est juste dire, je prends ce nombre-là, a fois xn plus b, et je ne vais pas regarder ce nombre qui peut être très grand, je vais juste regarder le reste de la division de ce nombre par m. Donc si je fais ça, je reprends l'exemple de tout à l'heure, que j'ai zoomé un petit peu, donc je pars de ma fameuse graine inconnue, que l'ordinateur connaît, il applique la fonction affine, donc ça se donne ce z1, qui est plus grand que 1. Donc ici, si je prends m égale 1, ce z1, tout à l'heure on l'aurait mis ici, maintenant on le met là, c'est-à-dire qu'on va regarder à un multiple de 1 près, donc on tombe entre 0 et 1 tout le temps. Donc là j'ai x1. Si je recommence, j'ai un z2 qui deviendrait ce z2-là avec le processus de tout à l'heure, mais maintenant ça donne ce nombre x2 ici. Et si je recommence encore, j'obtiens un z3 qui va me donner ce x3. Donc là, si vous regardez x1, x2, x3, on n'est plus dans une suite qui décroît comme tout à l'heure, et on a quand même quelque chose qui a l'air de bien se répartir, de bien se mélanger, de ne pas être trop prévisible. Alors, il faut se méfier des conclusions hâtives, ça c'est un grand principe en mathématiques. On se méfie des choses qui ont l'air de trop bien marcher. Et effectivement, il y a un exemple qui est un petit peu tristement célèbre. Donc, s'il y a des gens qui avaient des ordinateurs dans les années 60, il y a le générateur Randu. Donc Randu, c'est un générateur de nombres, un générateur aléatoire de nombres qui a été créé par IBM dans les années 60 pour équiper ses machines. C'est un générateur comme celui qu'on vient de voir, à congruence linéaire. Donc ici, vous voyez, A, c'est ce nombre, et petit b est nul. Et donc l'idée, c'est de dire, avec un tel générateur, c'est super facile de calculer des nombres, c'est super rapide, c'est fiable, pas de souci. Le problème, c'est que ce n'était pas très aléatoire en fait. Alors, si on calcule juste x0, x1, enfin x1, x2, x3, jusqu'à x20 000, x50 000, on n'a pas trop l'air a priori de se dire c'est pas aléatoire. Ça aurait été comme tout à l'heure, certains de vous auraient dit c'est aléatoire, d'autres auraient dit non. Maintenant, l'idée c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des tests spectraux, c'est-à-dire représenter des paires de points ou des triplés de points, un peu comme vous avez vu dans le premier exposé, 2 nombres ça fait un point dans le plan, 3 nombres ça fait un point dans l'espace. Si on fait ça avec les différentes valeurs prises par les termes de la suite, dans le plan, ça va, on voit des points un petit peu partout. Dans l'espace, en fait, on a des plans comme ça. Et le problème, c'est qu'on a 15 plans, pas un de plus. Donc tous les nombres que vous allez créer, en fait, vont vous donner des points qui seront dans 15 plans. Alors niveau répartition dans tout le cube, c'est quand même pas terrible. Et ce qu'on peut montrer, qui est encore peut-être plus fort, avec un petit peu d'algèbre, donc vous voyez, on a des probas, de l'algèbre, de l'analyse, il y a vraiment de tout dans ce domaine, c'est que si on regarde xn, xn plus 1 et xn plus 2, ils vont être reliés toujours de la même façon. Donc si j'ai 2 termes, je peux calculer le troisième.
Donc là encore, niveau aléatoire, c'est vraiment pas terrible. Alors pour la petite histoire, il faut quand même savoir que malgré le fait qu'il a été détecté que ce générateur n'était pas si aléatoire, il a quand même continué à équiper les machines pendant une bonne quinzaine d'années. Donc, bon. Donc, ces générateurs qui ont l'air pas si compliqués, il faut déjà savoir qu'ils sont encore utilisés à l'heure actuelle, donc pas rendus, parce qu'on a compris que ça marchait pas très bien, mais ces petits frères sont implémentés, si vous avez un Mac par exemple, c'est un générateur à concurrence linéaire qu'il y a dedans. Voilà. Si vous utilisez des logiciels type Maple, c'est aussi ce genre de générateur qui vous donne des nombres tirés au hasard. De manière générale, on va encore utiliser des formules qui ressemblent à celles qu'on a vues là, un petit peu plus compliquées. Si on veut, par exemple, sécuriser les transcriptions sur les cartes bancaires, si on veut échanger des messages, par exemple, entre deux généraux de l'armée des États-Unis, ce genre de choses. Mais on ne pourra pas avoir, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir à la fois quelque chose qui est sûr, rapide et reproductible. Donc c'est un des axes de recherche sur les générateurs pseudo-aléatoires en ce moment, c'est d'essayer de trouver un générateur, comme on dit, inconditionnellement bon, c'est-à-dire qui fonctionnerait à la fois pour les jeux, donc quelque chose de rapide, à la fois pour tout ce qui est cryptographie, donc quelque chose de sûr, et quelque chose de suffisamment simple à comprendre pour être reproductible. Alors, peut-être pour faire un petit point, pour terminer, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on avait plusieurs critères pour rejeter, pour dire si un générateur était bon ou pas, mais on n'a pas de critères qui permettent juste de dire « il est bon ». On peut dire il n'est pas bon, mais on peut pas dire s'il est bon. Alors en particulier, on a toute une batterie de tests qui sont les plus poussés qu'on a à l'heure actuelle, qui sont les tests die hard, donc comme les films, et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui survivent. Donc ceux qui survivent, c'est ceux qu'on utilise, mais sans être vraiment sûr que si on avait des tests un peu plus poussés, ils survivraient encore. Donc là encore, il y a des recherches qui sont effectuées, ce qui fait que, en fait, ce domaine de recherche, outre le fait qu'il mélange énormément de mathématiques, un peu d'informatique, un petit peu de physique aussi, est un domaine vraiment actif. C'est un domaine très jeune, puisque c'est un domaine de recherche qui a vraiment commencé à se développer quand on a commencé à avoir besoin des ordinateurs, et des ordinateurs un peu comme ceux qu'on a, pas des ordinateurs des années 50. Donc un domaine de recherche qui a moins de 50 ans, qui est vraiment très actif et qui mêle énormément de mathématiques. Juste pour finir, si un jour on avait des ordinateurs quantiques, tout ce que je viens de vous raconter, ça ferait plus vraiment de sens parce que par essence, ces ordinateurs-là permettraient de créer de l'aléatoire. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment une autre histoire que je ne vais pas vous raconter ce soir. Là, je vais juste vous remercier de votre attention. Et maintenant, je vais laisser place à la musique. Merci. À nous les grands espaces, les paillettes et les strass, la débauche et les liasses, la luxure et les palaces. Voilà le carré d'as, plein d'astuces et d'audace. Et tout ce qui s'y passe restera à Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains ? Quoi ? Mais c'est l'angoisse cet endroit. Bon, arrêtez, c'est pas si moche. Ouais, c'est pas Las Vegas. Où sont la débauche et la décadence? Attends, c'est la zone ici. On sera rentré à 6h pour le souper. Ils ont des tables de blackjack ou juste des bingos? Je vous signale que pour Las Vegas, on n'avait pas vraiment les moyens. Ouais, et puis c'est le même argent qu'on gagne ici ou là-bas. Puis tant qu'à faire, autant se faire un peu la main, à Enghien-les-Bains, avant d'aller à Las Vegas. Oui, bon allez, vous vous souvenez de vos rôles ou pas, les bastons? ouais, Ok. ouais. Alors, Damien et moi, on compte les cartes. Ouais. Nico, tu mises dès que le talent il est chaud, Yes. ok? Et Erwan, tu fais le gay. Ok. En action! Aïda, lâchez-moi. Ça fait mal, Monsieur, vous savez que c'est illégal pas de ça faire. vieux. Les gars, arrêtez! Mais enfin! Aïe! Oh, mais enfin! C'est dingue! Eh ben, Aïe. on a bien fait de commencer par Enghien-les-Bains. Mal. Encore un blanc qui coule
la pique. On s'est fait dégager du casino. Il y a plein de problèmes d'arithmétique. C'est côté discrétion qu'on a tout faux. J'ai pris des claques pour toute ma clique. Ils ont quand même encadré nos photos. Laissons-la faire au pro, la théorie c'est bien beau. On s'est fait dégager du casino. Voilà, c'est chose faite. J'ai vu la défaite. Ça laisse sa mère vite grimée. Au bout du compte, on y survit. C'est comme une carte fausse ou un swipe à gauche. Je peux échouer, mais rester oui. La number one en théorie. Hey. La recette parfaite qu'on avait en tête. Comment a-t-on pu échouer si c'était la bonne en théorie? C'est une leçon de vie. Les mots c'est fini. Plutôt pratiqué aujourd'hui que demain et en théorie. Je voulais être un héros, je ne voulais pas voir que j'ai la vie qu'il me faut, je croyais du noir. Mais c'est pas la mer avant la vie de labo. Je n'étais pas prêt pour aller au casino, je ne suis pas fait pour aller miser ma boue car ma vie me plaît. Fini les folies, j'aime encore mieux la théorie. C'était pas si mal, on s'est quand même amusé et c'est bien normal. Par moments de trébucher, c'est pas l'idéal, mais c'est bon pour le moral, un peu de nouveau. J'ai besoin d'air frais, pas que de mathématiques, un projet concret. Mais valide dans la pratique, moi ça m'a bien plu et je ne peux plus me contenter de théorie. Moi ça m'a bien plu et on ne peut plus se contenter de théorie. Moi ça m'a bien plu et on ne peut plus se contenter de théorie. Dur la vie de thésard. Ouais. Je passe. J'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez embarqué dans cette folie. Je passe aussi. Attends. T'embarquer Excuse-moi, mais il aura pas fallu te pousser beaucoup. Hein. Quel jeu pourri qui a mélangé là? Je passe. Quand même, Las Vegas, moi, ça m'aurait bien fait rêver. On s'en sortait pas si mal. Et c'était pas facile de passer inaperçu, mais je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement... Non. C'est dingue. Quand même, moi je peux pas faire comme si c'était rien passé, hein. 80 trèfles. Bon, ok, on retourne tous à nos thèses, mais moi j'ai besoin d'un truc à côté, un truc excitant comme Las Vegas. Ouais, bah un truc utile de préférence. Et un peu moins risqué. Ah oui, ça. Avec tout ça, moi j'ai l'impression de gâcher mes talents. Oh bon, j'ai déjà passé, moi. Ouais, je continue à dire que la science, c'est utile. Sans trèfle. La recherche sur les nombres, d'accord, je continue d'en douter. Mais par contre, aider à faire circuler la science, ça... Eh oui. Ouais. Et moi il y a un truc dont j'ai toujours rêvé et qui pourrait vachement bien marcher pour ça. Bah, c'est mettre les maths en musique. 110. Oh, chanter les maths. Ah, ce serait tellement mon kiff, ça. Je sens que ça va piquer. Oh, on avait dit pas de parlante. Vous trichez depuis tout à l'heure. Mais non, on triche n'importe quoi. Enfin, en tout cas, Damien, je trouve que ça, ce serait une super idée pour faire vraiment aimer les maths aux gens, tu vois. 130 trèfles. Les amis, je crois qu'on vous l'a déjà faite, mais je viens d'avoir l'idée du siècle. Capot, trèfle. Oh. L'endoscopie tordue des corps locaux non archimédiens, thèse de doctorat par Nicolas Depic sous la direction de Lucette Picard. Remercie. Ah.
Je voudrais également remercier mon digne héritier Damien. Non content de récupérer mon directeur de thèse, il a aussi su reprendre le flambeau en matière d'idées farfelues et de projets délirants. Il faut dire que décider de monter un musical mathématique et partir le jouer dans toute la France, même moi j'aurais pas osé. Pourtant, grâce à son courage et à son énergie, on a réussi alors que personne n'y croyait. Après tout, tout le monde savait que c'était impossible. En théorie. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Donc, vous savez, dans la vie du mathématicien, c'est très rare de se retrouver dans une salle si grande. Bon, donc je vais en profiter pour faire un peu le stand-up. Et donc, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, les musiciens, et je vous prie de les accueillir avec un très fort applaudissement. Nous avons David aux arrangements et à la guitare, Ahmed à la contrebasse, Mathieu au cajon, mais aussi à la coordination artistique de ce spectacle, Théo à l'autre guitare et Marilou au piano. Ensuite, je vais appeler tout le monde sur scène, tous les gens qui sont derrière ce spectacle. Et bon, vous les avez vus, vous les avez entendus, les comédiens, chanteurs, acteurs. On a Basile dans le rôle de Erwan, Alexiane dans le rôle de Valérie, Thibaut dans le rôle de Nicolas et Guillaume dans le rôle de Damien. Aussi, nous remercions les danseurs de la compagnie Opus Time de Marseille. Je vous invite aussi à les applaudir. Et enfin, je voudrais... il faut appeler sur scène aussi les orateurs. Bien sûr, Ramla Abdelatif. Un applaudissement, merci. Flojo. Et Bertrand Maury, que vous avez aussi pu entendre sur le morceau de Chopin. Merci beaucoup. Et ensuite, je voudrais appeler sur scène tous mes amis, tous les gens qui sont derrière ce spectacle, derrière l'organisation avec laquelle j'ai partagé ces mois et beaucoup d'émotions. Et donc, je voudrais appeler sur scène Joël, Elena, Guillaume, Émilie, Paolo, Lionel, Georges. Et bien sûr, remercier le théâtre, donc son équipe de direction, son équipe technique qui a été accompagnée par Rémi et Pierre. Merci beaucoup. Ensuite, c'est vrai que, vous savez, si les remerciements d'une thèse sont la partie qui est la plus lue pendant une soutenance, eh bien, les remerciements de spectacle sont les parties un peu la moins écoutées. Donc, je vais faire court. Et je voudrais remercier la Fondation Aix-Marseille et tous les partenaires qui sont derrière cette manifestation, les bénévoles qui nous ont accompagnés ce soir et dans les mois précédents. Je voudrais remercier les familles, les amis et tous les soutiens de longue date et les nouveaux soutiens. Merci beaucoup à tout le monde. Et vous savez, tout cela repose sur beaucoup d'idées, beaucoup de gens. Ça se repose sur le premier humain qui s'est amusé à faire vibrer une corde, sur Gershwin qui écrit la plupart des mélodies de cette pièce, mais aussi sur la curiosité de beaucoup de gens qui ont contribué à agrandir l'édifice prestigieux et immense, infini des mathématiques. Parce que voilà, les vrais protagonistes de ce spectacle, ce sont les idées. Et tout le monde, nous tous pouvons contribuer à ajouter une pierre dans cet édifice. Et c'est ce que nous vous invitons à faire.
Après, il faut aussi dire que ce spectacle, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps, et aussi beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi nous vous demandons, nous vous invitons à faire un don à notre association, l'association Paideia qui est derrière ce spectacle. Parce que nous aider, c'est aussi aider l'accès à tous, l'accès de la culture à tout le monde. Car c'est vrai que l'entrée de ce spectacle est gratuite, parce que nous croyons que, voilà, nous voulons rendre ce spectacle accessible à le plus de monde, mais vous imaginez que derrière les coulisses, rien n'est gratuit. Donc si vous pouvez, dans les limites de vos moyens, bien sûr, aidez-nous, en fait, acheter un t-shirt, une affiche, voilà, ça nous ferait le plus grand plaisir. Et bon, je vais terminer en disant que nous sommes vraiment très contents ce soir parce que avoir tant de monde pour les mathématiques et partager avec vous notre passion, notre vraiment passion envers les mathématiques et les arts, c'est vraiment quelque chose de super. Un rêve vraiment qui se réalise ce soir. Donc, cher public, merci beaucoup. Et je voudrais faire un petit jeu avec vous. Donc, on va faire une selfie tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on dit selon vous dans un selfie? Pi. Le selfie. Donc, ah oui. Le selfie. Le selfie. Le selfie. Alors, on se rapproche, vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Allez, tassez-vous un peu. Ouais. Mais comment on fait? Ouais. On met tous... alors, on se met tous là. Ah ben, tout le monde, au moins, les bras levés, un Faites peu. pi avec vos Comme, bras. Voilà. Et on est content. Voilà, tout le monde fait pi. Voilà. Pi. 3-14 degrés sur le côté, voilà. Pi. Parfait. Je suis pas là. Super. Et dernière chose, j'invite les musiciens à remonter, à retourner à leur instrument. Et bon, on va juste vous apprendre deux morceaux. Ça nous a bien plu. Mais on ne peut plus. Je vous invite à répéter avec moi. Ça nous a bien plu. Et on ne peut plus. Et on ne peut plus se contenter de théorie. Se contenter de théorie. Ok? Ça nous a bien plu et on ne peut plus se contenter de théorie. Ok? Bien plus, mais on ne Est-ce que vous êtes prêts? Ça ne va bien plus, mais on ne peut plus se contenter de théorie. Ça ne va bien plus, mais on ne peut plus se contenter de théorie. Tout le monde. Ça ne va bien plus, mais on ne peut plus se contenter de Merci beaucoup. Merci. Oui. Thibaut. Oh, Thibaut. Allez. Merci. Les icos. Encore. Encore une Oh là 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 là. fois. On va perdre quelqu'un en décor. Jamais 200 pi. Ah, t'es drôle. Hein? Excellent. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.